Défi d'une croissance inclusive au Burkina Faso, c'est la thématique de la chronique du jour avec Monsieur Issa Dianda, doctorant en sciences économiques. Nous sommes aujourd'hui mercredi. La chronique est spécifique donc à l'économie aujourd'hui. Bonjour Monsieur Dianda et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Alors nous allons parler d'une croissance inclusive au Burkina Faso. Nous débutons avec sa définition. C'est quoi la croissance inclusive? Ok, merci bien. Il faut dire que lorsqu'on parle de croissance inclusive, on parle d'une croissance économique qui crée des opportunités pour tous les segments de la population et qui distribue les dividendes de la prospérité accrue en termes monétaires et non monétaires de manière équitable à travers l'ensemble de la population. Voilà. Il s'agit d'un empilement réussi entre une croissance économique forte et soutenue, doublée du partage des fruits de cette croissance à travers l'ensemble de la population, de sorte à améliorer les niveaux des revenus et de vie et les facteurs qui influencent la qualité de vie des individus. Je vais parler de la santé, de l'éducation, des institutions efficaces, etc. D'accord. Alors, quand on veut faire de la croissance plutôt inclusive, quels sont les aspects fondamentaux à prendre en compte dans ce contexte-là? Ok, quand on veut faire de la croissance inclusive, il y a essentiellement trois aspects fondamentaux qu'il faut prendre en compte. D'abord, la croissance doit permettre de créer des emplois productifs. Des emplois productifs pour les populations de plus en plus croissantes, notamment les plus vulnérables, à savoir la frange jeune qui représente au Burkina Faso plus de 65% de la population, la frange également des femmes qui représentent 52% de la population, et également répondre aux besoins du secteur privé. On sait qu'au Burkina Faso, le secteur privé est considéré comme le moteur de la croissance économique et qui fait bénéficier les fruits de la productivité augmentée aux travailleurs. D'accord. La croissance doit également, en deuxième position, être pro-pauvre, c'est-à-dire que l'accroissement du niveau de revenus de la France pauvre de la population doit être supérieur à celle de la France riche, de telle sorte qu'on puisse réduire les inégalités criardes de revenus qui existent entre les individus de la société. Voilà. En troisième position, la croissance doit permettre de créer des opportunités économiques et non économiques pour toute la population. Et ça doit se traduire en termes de partage du fruit de la croissance par une qualité d'emploi. On parle de plus en plus d'emplois décents, le niveau de la santé, l'état de la santé, le niveau de l'éducation et la qualification de la main-d'œuvre. D'accord. Grosso modo, c'est ce qu'on peut retenir donc des aspects fondamentaux à prendre en compte lorsqu'on veut parler de croissance inclusive. Alors, nous allons parler aussi de cet aspect-là qui est relatif à la dernière année de la mise en œuvre de la SCAD qui va bientôt prendre fin. Alors, que peut-on dire de la croissance économique inclusive qui a été prise en compte au cours de cette période? Ok, il faut rappeler que la première phase de la SCAD couvre la période 2011-2015 et que l'objectif global de cette SCAD était de réaliser une croissance économique forte, soutenue et de qualité, génératrice d'effets multiplicateurs sur le niveau d'amélioration des revenus et la qualité de vie de la population et en phase avec le principe de développement durable. Et au-delà des objectifs du millénaire pour le développement qui ont été pris en compte dans la SCAD plutôt, et l'objectif
en ce qui concerne la croissance économique était de réaliser une croissance à des chiffres, c'est-à-dire au moins 10% en moyenne sur la période 2011-2015. Mais quand on vient au bilan, on se rend compte que sur la période 2011-2014, la croissance économique a été, en termes réels, a été de 5,92%. Donc largement en deçà des attentes. Des attentes de 10%. Et surtout qu'on sait qu'en 2014, avec les différentes crises que le pays a connues, ça n'a pas été bénéfique pour cela. Effectivement. Ce qu'il faut noter, c'est que sur la période également, il y a eu des turbulences, des mouvements des militaires dès 2011, ce qui n'a pas facilité l'attrait des investisseurs. Ensuite, depuis début 2012, avec les velléités de mise en place du Sénat et de modification de l'article 37, ça donnait un sentiment d'instabilité dans le pays, ce qui n'a pas du tout permis d'attirer davantage des investisseurs qui allaient permettre d'atteindre les objectifs de la SCAD. Donc, mais quand on revient à la composition de la richesse nationale, c'est-à-dire la formation du PIB, on se rend compte que sur la période 2011-2014, c'est plutôt le secteur tertiaire qui a tiré la croissance économique. Le secteur tertiaire a contribué à hauteur de 46% à la formation du produit intérieur brut, contre 23% pour le secteur secondaire et 31% pour le secteur primaire. D'accord. Une seconde phase qui sera bientôt lancée. Pensez-vous que on doit prendre d'autres aspects en compte au vu de ce qui s'est passé pour la première phase, qui on peut dire que ça a été un échec? Évidemment. La première phase a été un échec, ça c'est clair. Il faut dire que l'environnement n'a pas du tout permis, voilà, de bien appliquer ce qui a été décidé. Voilà. Donc, pour la nouvelle phase, il faut qu'on arrive à stabiliser le pays. C'est très important pour pouvoir attirer les investisseurs et réaliser une croissance économique forte, comme on le dit. Mais il faut également mettre l'accent sur l'agriculture, qui emploie plus de 80% de la population active. Comment, dans un pays, on peut faire de la croissance inclusive quand on sait que la population, la grande masse de la population est dans le secteur agricole, tandis que ce secteur est financé à hauteur de 3%. Il y a un véritable problème qui se pose. Et la faible contribution du secteur primaire à la formation du PIB est liée en partie à la faiblesse et à l'insuffisance des infrastructures rurales, mais également aux contraintes liées au financement de la production et à la déficience d'infrastructures routières notamment, qui lient les zones de production et les centres de consommation. Donc il va falloir trouver des mécanismes pour financer l'agriculture. Il faut également appliquer les innovations et les nouvelles technologies parce que nous sommes dans un contexte de changement climatique. Il va falloir que nos producteurs arrivent à s'adapter à cette nouvelle donne de telle sorte à minimiser les risques liés à la vulnérabilité au changement climatique. D'accord. Monsieur Nyanda, nous allons poursuivre avec ces mesures qu'il convient de prendre en vue de favoriser une croissance inclusive au Burkina Faso. En d'autres termes, c'est ce que vous venez de dire, mais plus à l'endroit du prochain gouvernement. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, pour le prochain gouvernement, il faut qu'il rassure non seulement les investisseurs nationaux et les investisseurs internationaux. Ce qu'il faut faire, il faut arriver à payer ce que nous appelons la dette intérieure. Parce que le problème qui se pose, c'est quoi? Vous êtes une entreprise, vous mentionnez à un marché public, vous engagez vos fonds
vous réalisez les travaux et finalement, vous n'êtes pas payé à temps. Pendant que les employés grondent. Et comme c'est l'État, vous n'y pouvez rien. Il faut patienter. Donc, il va falloir régler cette question de la dette intérieure. De la dette intérieure. Voilà. Et stabiliser les pays pour pouvoir attirer davantage les investisseurs, parce qu'il faut dire, depuis 2010, avec l'évolution de la modification de l'article 37, les investisseurs étaient attentifs. Voilà. Il faut leur donner un signal fort qu'on a tourné définitivement la page de l'instabilité et que nous sommes dans une nouvelle ère de stabilité pour pouvoir les attirer. En attirant les investisseurs, on pourra accroître les emplois au profit des jeunes, parce qu'il faut le dire, si le nouveau gouvernement ne se penche pas sur la question des jeunes, il est évident qu'il ne finira pas son premier mandat. Parce que ce sont les mêmes jeunes qui ont fait l'insurrection. Et ce n'est pas les questions strictement politiques qui étaient à l'origine de l'insurrection populaire. Il y avait bien la question de l'emploi des jeunes. Et des emplois décents surtout. Il ne s'agit pas de créer des emplois pour les créer, mais il faut que ces emplois-là permettent aux jeunes de vivre dignement. D'accord. Des emplois donc à la hauteur de leurs compétences. Merci à vous, Monsieur Dianda, d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'était la chronique économie de ce mercredi 16 décembre 2015 avec Monsieur Dianda Issa, doctorant en sciences économiques. Nous avons évoqué cet aspect, c'est-à-dire les défis d'une croissance inclusive au Burkina Faso. C'est fini pour la chronique de ce jour.